Bonjour à tous et toutes. Donc, mon exposé, ou en fait ma présentation, pour être plus simple, va être divisée en deux grandes parties. Une première où je vais faire un peu état des notions ou des précédents historiques qui ont un peu alimenté ma réflexion sur l'espace public. Et une seconde qui portera sur des expérimentations, justement, dans l'espace urbain, des expérimentations empiriques. J'aime bien le terme d'expérimentation parce que c'est vraiment, je les considère pas comme des œuvres, là, donc c'est vraiment, il faut comme préciser la chose, c'est dans une perspective donc architecturale. J'ai une formation en architecture comme le signalait Lisanne, et ces expérimentations que j'ai faites dans le cadre, dans le contexte de collectif, c'était finalement une façon de tester certaines hypothèses directement, de passer, de court-circuiter en architecture le processus assez lourd des projets, et donc d'expérimenter directement ce que pourrait expérimenter n'importe quel citoyen à certains égards, mais donc dans une procédure, disons, réfléchie, et pour en tirer certains enseignements, ou en tout cas certaines conclusions qui alimentent aussi une réflexion de nature plus théorique. Peut-être un court rappel sur le titre, en fait, l'espace public comme constellation, d'où ça origine. C'est au début des années 2000, en fait. J'étais donc c'était en fait les débuts de l'atelier d'exploration urbaine SIN. Et donc, je pense que c'était en 2003, on avait été invité par la galerie Monopoly à Montréal, qui est aujourd'hui la Maison de l'architecture du Québec. Et donc, cette galerie Monopoly avait donc préparé une expo sur l'idée de la place publique. Et c'est dans ce contexte-là où on voulait, si on veut, proposer peut-être une réflexion un peu critique par rapport à cette idée de la place publique solide, la place publique des architectes de paysage, donc des aménagements assez onéreux, assez monumentaux. On voulait donc proposer une vue alternative. Donc, cette idée de constellation, c'est un petit peu l'éclatement de cette place publique aménagée, solide, monumentale. Tout ça pour dire que c'est pas nécessairement... notre idée ne visait pas à remplacer, bien sûr, ces nécessaires aménagements de nature plus pérenne, mais c'était de proposer un peu, donc, à côté, la possibilité d'un espace public, d'une place publique qui soit issue de pratiques, d'actions citoyennes de multiples natures, donc qui soit donc cette place publique davantage situationnelle, circonstancielle et transitoire aussi. Donc cette possibilité d'avoir une espèce d'émergence, de pullulement qui participe de cette idée de l'espace public, disons, de façon complémentaire aux aménagements de nature plus pérenne qui sont les caractéristiques, disons, des pratiques architecturales associées à l'espace public. Et donc, pour poursuivre avec cette idée de constellation, il y a une figure, si on prend le champ de l'art, qui m'a beaucoup influencé, que je prends finalement comme une espèce de diagramme de cette idée de l'espace public comme constellation. C'est bien sûr le concept spatial développé par l'artiste Lucio Fontana à la fin des années 40. Donc, ces constellations de trous, ces toiles percées qu'on pourrait aborder... disons, si on ajoute, disons, la perspective situationniste qui viendra plus tard dans les années 50-60, cette idée que proposaient Cottagny et Van Engem du trou positif, donc d'une soustraction au contrôle, à une forme de domestication peut-être trop accentuée, mais aussi, donc, cette idée de la construction de situation, notamment, qui amène cette idée de l'événementiel, de la temporalité. Et donc, on pourrait imaginer cette constellation de Fontana comme mouvante, comme des espèces de surgissements qui apparaissent, disparaissent. Et c'est un peu cette vision qui alimentait, disons, nos propres travaux
au début des années 2000. On pourrait aussi, dans le même champ de l'art, penser, disons, au vide chez Yves Klein et particulièrement à ses reliefs éponges. Donc là, on serait peut-être davantage dans une espèce de nature, dans la nature structurellement, donc poreuse ou alvéolaire de la substance urbaine, donc une vision de la ville qui serait pleine de trous, donc dans sa structure même, et donc des pores, si on pourrait aussi employer ce terme. Et donc ces pores seraient des espèces de virtualités d'espace urbain, disons, en latence, qui ne demanderaient que des acteurs pour l'actualiser. Alors que les trous dans l'étoile de Fontana pourraient être perçus comme plutôt des vecteurs, donc vraiment cette idée d'une action qui génère, disons, l'espace urbain ou ce qu'on pourrait considérer comme des fragments d'espace urbain. La structure poreuse de l'éponge, bien, ce serait donc déjà dans la substance urbaine même des virtualités qui seraient en latence et qui n'attendraient que les acteurs pour se faire actualiser. Ça, c'est donc dans le champ de l'art, mais cette figure de la constellation, elle va aussi prendre forme de façon très concrète, à peu près dans les mêmes années que Fontana, donc dans la fin des années 40. L'architecte néerlandais Aldo van Eyck va commencer un projet qui va s'étaler sur une trentaine d'années. Un projet donc dans lequel il va donc justement profiter de ce qu'on pourrait appeler la structure alvéolaire ou trouée de la ville pour y insérer des terrains de jeu. Et donc c'était à l'époque, une révolution. Si on prend comme pendant, disons, comme comparatif, l'approche urbanistique moderne qui, donc, après la Seconde Guerre mondiale, va être à son apogée avec la Charte d'Athènes particulièrement, qui proposait donc des aménagements urbains, des planifications urbaines imposées, qui faisaient table rase, disons, des configurations, des potentiels existants pour finalement imposer une vision a priori. Alors, ce que proposait Van Eyck, c'était de plutôt construire la ville ou l'espace urbain sur la ville, donc de profiter de tous ces espaces qui avaient été, entre autres, détruits durant la guerre, donc des espaces vacants, des espaces qui étaient aussi des résidus d'aménagement, des résidus d'aménagement routier ou viaire qui étaient, disons, peu utilisés. Et il va les utiliser comme des potentiels et simplement donc proposer un aménagement assez minimal. Donc, ces espaces étaient réaménagés. On le voit dans les deux petites diapos donc, que j'ai donné comme exemple de ce type de terrain de jeu. Donc, il y avait, donc, on refaisait le sol et on implantait, Van Eyck avait donc conçu une espèce un ensemble de structures modulaires, métalliques principalement, donc qui étaient assez minimalistes et qui finalement constituaient en différentes variations les principaux mobiliers de ces terrains de jeu. Et donc, le terrain de jeu, c'était aussi, bien sûr, de redonner la ville aux enfants et donc l'idée d'une forme d'activation ludique de la ville. Van Eyck comparait ces terrains de jeu un peu à ce qui se passe quand la neige tombe sur la ville, donc cette idée d'une forme de réappropriation ludique de la ville, les terrains de jeu étant juste un peu plus permanents que la neige. Et donc, il y avait cette fragilité, cette circonstancialité, si je peux employer le terme, donc qui opérait à partir de l'existant et tentait de profiter des potentiels plutôt que, donc, comme on le disait, imposer des visions toutes faites de ce qui serait idéal pour les villes. Et donc, cette proposition de Van Eyck, qui va s'étaler sur 30 ans, va au final
avoir produit plus de 600 terrains de jeu, donc quelque chose de finalement qui partait de façon qui était très discret, très minimal, très minuscule finalement comme intervention, à force de s'accumuler, va générer quelque chose quand même d'assez grandiose quand on pense à 600 terrains de jeu dans le centre d'Amsterdam. Donc, malheureusement, il en reste quelques traces de ces terrains de jeu, mais bon, ils ont été pour beaucoup réaménagés. On a reconstruit sur certains lots vacants des constructions. Donc, il en reste pas tant, il en reste moins aujourd'hui, mais c'est quand même un projet qui a été, entre autres, découvert ou en tout cas mis en perspective au début des années 2000 par les historiens Tsonis et Lefebvre qui en ont vraiment fait. C'était un projet qui était un peu oublié de Van Eyck, qui avait eu une carrière architecturale assez importante au sein du mouvement, en fait, du groupe Team 10. Ce projet avait été plus ou moins oublié et donc il est revenu dans l'imaginaire, disons, en raison de cette présentation de Tsonis Lefebvre. Et il correspond tout à fait à cette idée d'une forme d'espace public comme constellation. Si on prend encore cette figure de la constellation, mais on revient dans le champ peut-être plus de l'histoire, de la théorie, bon, il y a des grandes figures, disons, du 20e siècle qui ont utilisé le terme de constellation dans une perspective peut-être davantage méthodologique. Des gens comme, par exemple, Walter Benjamin, le philosophe allemand, jusqu'à Marshall McLuhan, donc ce fameux Canadien qui était un théoricien des médias et de la communication dans les années 60. Donc, et il y a une filiation directe entre ces trois personnages. Donc, Benjamin, le troisième étant celui qui est entre les deux, donc Siegfried Giedion, qui est peut-être moins connu dans les domaines qui ne sont pas donc spécialisés en architecture. Giedion était un historien de l'architecture très important. Il a été aussi un peu le porte-parole ou le porte-étendard du mouvement moderne en architecture et en urbanisme. Il était associé à ce qu'on a appelé les SIAM, les congrès d'architecture moderne, qui étaient ces grandes messes de l'architecture et de l'urbanisme moderne dans les années 20. Et c'est assez intéressant de voir qu'il a rencontré, en fait, qu'il a connu Benjamin à Paris lorsqu'il faisait ses recherches, lorsque les deux faisaient des recherches, et que par la suite, McLuhan a été aussi assez influencé par Giedion, notamment sur ce livre Mechanization Takes Command, donc qui était en fait le regard sur l'impact de la mécanisation, de l'industrialisation sur la vie quotidienne au 20e siècle, et notamment par le biais bien sûr, de tous ces objets qui vont finalement peupler la vie quotidienne du 20e siècle. Et de la part par exemple, si on s'attarde davantage à Giedion, c'est assez intéressant de voir que, donc, en préface de son fameux livre, donc, Mechanization Takes Command, il parle donc de il propose ce concept d'histoire anonyme pour faire état un peu de ces choses humbles qui, finalement, vont comme ça se développer par l'entremise de l'industrialisation et de la mécanisation, tous ces objets domestiques, notamment. C'est pas uniquement sur ce que porte le livre, mais quand même, il y a tous ces produits de la mécanisation qui vont donc constituer des objets assez prégnants dans la vie quotidienne au 20e siècle. Et donc, tous ces modes de production-là n'avaient pas été vraiment documentés, étaient peu, finalement, étaient quand même relativement difficiles parce que, justement, personne semblait s'y intéresser. Et donc, il va s'intéresser à cette petite dimension, à cette idée d'une histoire anonyme. Et si on transpose cette idée, par exemple, d'histoire anonyme dans le cadre des manifestations urbaines de l'espace public, c'est pas, bien
sûr aux grands gestes monumentaux architecturaux qui étaient donc à l'époque, dans les années 40, encore en vogue avec le mouvement moderne. Mais ce serait plutôt donc ce pullulement de gestes et d'actions qui réinvente l'espace urbain par petites doses. Et donc, cette image, à l'instar de cette image des fines particules qui finissent par former une accumulation, par accumulation, donc une véritable force explosive telle que le proposait justement dans ce premier chapitre ou cette introduction méthodologique de Gideon. J'aime bien cette image, donc des fines particules qui s'accumulent, fines particules donc qui sont peut-être ces objets, mais aussi ces actions citoyennes. Si on transpose un peu, si on fait dévier un peu le regard de Gideon sur justement la question de l'espace public. Or, si on se reporte et si on revient au secteur de l'aménagement et de l'architecture, donc 20 ans plus tard, dans les années 60, c'est donc dans une critique radicale de ce mouvement moderne, Andrea Branzi va proposer, donc, et son groupe Archizum vont proposer donc à la fin des années 60 et au début des années 70, avec le projet No Stop City et aussi les diagrammes d'une architecture non figurative, ils vont proposer de pulvériser d'une certaine façon conceptuellement l'architecture pour mettre l'accent davantage justement sur l'objet comme un nouveau vecteur urbanistique. Donc c'est bien sûr une vision théorique, c'est pas ils n'expérimenteront pas directement cette vision conceptuelle, mais la vision est intéressante. Donc, le moment où finalement le mobilier domestique égale le mobilier urbain et que tout, comme le signale Branzi, tout ce plancton finit par remplir la ville, on l'imagine en mouvement, et c'est aussi cette importance de l'utilisation de la ville, des usages qui va devenir prédominante. Et donc, c'est un changement de focus, si on veut. Le 20e siècle qui avait été dominé par l'imaginaire du mouvement moderne, dominé par l'architecture, par la figure héroïque de l'architecture et des grands plans urbanistiques, se pulvérise, si on veut, par cette critique radicale proposée par Branzi et Archizum et aussi par d'autres groupes à la même époque. Et c'est plus l'architecture, le monument qui prédomine, mais plutôt les usages, les actions et tous les éléments qui peuvent faciliter et activer ces actions. Donc, c'est une vision quand même assez différente de la ville, donc une ville que l'on scrute davantage dans le mouvement, dans les actions, dans les appropriations, dans les objets qui finalement font davantage la ville, selon Branzi, que les grandes structures architecturales. Et donc, c'est une vision relativement fluide et indéterminée d'une ville. Donc, il faut imaginer encore ces diagrammes un peu comme je le suggérais pour la toile de Fontana, le concept spatial de Fontana. Il faut imaginer tous ces particules en mouvement, s'agrégeant, se désagrégeant, se formant des masses. Donc, il y a vraiment une espèce de mouvement continu qui est inhérent à cette vision de la ville. Et donc, c'est dans cette perspective, donc quelques précédents historiques qui ont alimenté cette vision de la constellation comme un modèle, si on veut, pour l'espace public urbain.
Un autre concept qui a été assez important dans mon parcours, c'est le concept de terrain vague. Terrain vague qui, finalement, poursuit avec cette idée d'une certaine fluidité dans la ville. Le vague pouvant être lié au flux, à l'indéterminé, à l'idée de vide aussi, si on revient à l'étymologie. Et le terrain, d'autre part, qui est, lui, en fait, qui met l'accent sur cette idée de limite et de support d'appropriation. Et donc, quand on regarde davantage donc le sens des deux mots que forme cette locution française, on en arrive donc à cette combinaison un peu paradoxale entre le nomadisme et la sédentarité. Et ça, c'est donc notamment Ignacy Solà-Morales qui a souligné cette particularité de cette expression française dans une conférence qu'il avait donnée en 1994 à Montréal, dans le cadre d'une espèce de série de conférences ou de colloques autour de Any. Donc, il y avait Any Place, Any Body, Any avec toujours des mots qui étaient associés à Any. Et donc, dans ce colloque qui regroupait toute la crème de l'architecture, en tout cas de l'intelligentsia architecturale mondiale des années 90, des gens comme Peter Eisenman, Rem Koolhaas, Daniel Libeskind, Arata Isozaki. Donc, vraiment beaucoup de monde. Des gens, dans le cadre de la conférence de Montréal, il y avait aussi Melvin Charney, des gens, des personnalités locales qui avaient été invitées. Et donc, cette conférence qui s'appelait simplement Terrain vague, qui avait été donnée en anglais, donc a été... sur le coup, on ne pouvait pas s'imaginer finalement de la fortune critique qu'allait avoir éventuellement ce texte qui va par la suite, donc 2 années après, devenir un des thèmes du congrès de l'Union internationale des architectes, entre autres organisé par encore Ignacy Solà-Morales, théoricien et historien de l'architecture. Et donc, même encore aujourd'hui, donc je pense qu'il y a 2 ans, il y a eu pour l'anniversaire de la mort de Morales, qui est mort en 2003, on a repris, donc il y a eu une publication internationale sur le thème du terrain vague. Donc, terrain vague qu'il faut, donc, dans la perspective de Solà-Morales, donc approcher dans une perspective davantage conceptuelle, bien sûr. Il y a l'autre terrain vague, celui qui est peut-être plus lié aux faits urbains, qui est peut-être davantage lié aussi à l'expérience, et qui peut être à la fois quelque chose de très stimulant. Ça a été dans mon cas, donc j'ai été assez intrigué dans les années 90, par exemple, de me promener dans la friche urbaine le long du mur de Berlin avant sa chute. Et donc, avec les images d'un Wim Wenders en tête, ça a été quand même une expérience assez importante. Donc, il y avait quelque chose là, il y avait une intensité qui dépassait la sphère architecturale, mais qui, paradoxalement, semblait pouvoir l'alimenter. C'était un peu le paradoxe. Et plus proche d'ici, donc dans les années, à partir du début des années 90 et jusqu'au début des années 2000, il y a eu bien sûr l'aventure de l'îlot Fleury qui a occupé pendant un temps l'espace proche de l'actuel Jardin Saint-Roch avant de se déplacer sous les bretelles de l'autoroute du Frein. Donc, il y avait dans ces espaces, et surtout, par exemple, dans le cas de l'îlot Fleury, dans l'activation citoyenne, artistique, qui a réactivé finalement cet espace, il y avait quelque chose de très stimulant pour un architecte. Donc, une forme d'architecture sans matière, disons, mais qui était, ou presque sans matière, mais qui était finalement beaucoup plus stimulante que ces grands projets que beaucoup de ces grands projets construits, en tout cas dans ma perspective. Alors, on avait publié, donc, suite à cette conférence de 1994, on a publié dans Inter un fragment adapté, donc, de cette conférence. Et rétroactivement, je me demandais pourquoi on avait donc changé le titre, ou en tout cas adapté le titre avec l'accord de Morales, donc pour mettre l'accent davantage sur cette idée d'urbanité interstitielle plutôt que de prendre le titre du terrain vague. Et c'est en préparant cette présentation
que finalement, je me suis remémoré la chose, justement avec la proximité de l'îlot Fleury. Donc, l'îlot Fleury qui était, bon, justement, cette espèce de processus de réappropriation qui, finalement, faisait du terrain vague un véritable espace d'événements, de pullulement, d'action. Et donc, le terrain vague, ce caractère indéterminé du terrain vague prenait réellement avec, disons, l'appropriation collective et de la communauté associée au jardin d'Îlot Fleury prenait vraiment un sens. Et donc, je pense que c'est vraiment en lien à cette aventure de l'Îlot Fleury que nous avions choisi de mettre l'accent sur cette idée d'une urbanité interstitielle, donc qui active cet espace indéterminé que constitue le terrain vague. Et ça m'amène à parler d'un autre aspect donc, qui a été assez important dans mon parcours, c'est justement le passage du terrain vague, donc qui était intéressant comme figure conceptuelle, mais qui pouvait aussi finalement être limité à une image, donc à cette image de la friche urbaine. Et c'était peut-être moins évident de travailler avec une image comme ça qui pouvait être assez facilement capturée, réduite, disons, à une image préconçue, celle du terrain vague ou de la friche, qu'elle soit donc valorisée ou dénigrée. Et donc, le concept d'interstitiel que nous avions donc introduit avec ce nouveau titre de la conférence de Morales, donc il a persisté dans mon parcours. Donc, l'idée d'interstice, donc à la fois l'espace entre, le vide, mais aussi la temporalité. Donc, cette idée de temporalité est intéressante parce que ça amène une autre dimension, une dimension de mobilité, de mouvement, donc justement associée à ce que je signalais tout à l'heure par rapport à la mobilité potentielle de ces percements ou de ces toiles trouées d'un Fontana ou des diagrammes de Branzi. Et donc, cette idée d'indétermination, donc entre la spatialité, la temporalité et l'espèce de caractère indécidable et indéterminé qui peut être associé à la condition spatiale de la ville, mais qui aussi serait associé à des pratiques, donc à des pratiques qui font brèche, qui finalement percent l'espace-temps normalisé du quotidien, pour revenir peut-être à cette idée de trou positif que proposaient les situationnistes. Et cette idée de l'interstitiel, ce que j'appelle le champ conceptuel de l'interstitiel, dont il est associé à tout un ensemble de notions apparentées qui peuvent constituer des guides, finalement, pour scruter la ville et y agir. Donc, cette idée d'outils conceptuels ou de mots comme étant un peu des vecteurs pour appréhender la ville et imaginer des actions sur cette même substance urbaine. Donc, c'était impossible avec cette idée de cette constellation donc associée au champ interstitiel de finalement la limiter à des images préconçues, que ce soit le seuil, la brèche, le trou, l'intervalle, la coupure. Il y a donc tout un ensemble de concepts associés par toute une pléthore d'auteurs qui deviennent des espèces d'inspiration, une espèce de filtre à partir duquel on peut scruter la ville. Et ça a été donc un élément conceptuel important, disons, pour le suite du parcours en termes d'action. Je terminerai à cette espèce de petit survol de notions qui ont été importantes pour mon parcours. Peut-être une notion, un métaconcept, un peu pour cadrer en fait l'analyse et l'action. C'est le concept de paysage. Encore une fois, pour un architecte, le concept de paysage, c'était une façon
saisir la valeur de l'existant, une invitation à voir finalement l'existant comme étant en lui-même valorisable et n'exigeant pas nécessairement le réaménagement total. Et donc ça, c'était donc cette attitude d'ouverture par rapport au contexte, aux configurations existantes dans la ville, c'était quelque chose d'assez important et ça s'est passé pour moi à travers ce concept de paysage. Donc, le paysage comme une construction d'un rapport sensible avec le territoire, le paysage aussi dans son champ opératoire qui permet finalement de penser le projet ou l'intervention par des moyens très discrets, presque immatériels. On peut changer notre vision, le rapport qu'on a avec un terrain, un territoire, peut-être, en tout cas, c'est ce que implique cette notion de paysage, donc le changement de regard qui peut être finalement généré par des actions très fines, alors que lorsqu'on parle d'architecture ou d'urbanisme en général, on parle de réaménagement complet ou pratiquement complet. Donc cette idée de paysage amenait une notion assez intéressante où on pouvait simplement transformer le regard. Et ça pouvait passer par des actions in situ, mais aussi par d'autres modalités presque immatérielles. Donc ça, c'était très important. À la fin des années 90 aussi, dans la revue Inter, on a fait un numéro spécial sur différentes manières d'aborder cette idée du paysage urbain, avec en couverture, donc, cette photo d'un plan asphalté, donc, qui revient un peu à une autre hypothèse en lien avec le paysage qui m'a été aussi assez importante. C'est cette idée que, bien sûr, le paysage se construit conceptuel, historiquement associé à la peinture en Occident, pouvait être finalement réduit au paysage spectacle, celui de la distanciation, de la perspective, donc quelque chose d'assez, qui pourrait être assez réducteur. Et pour moi, c'était important aussi de mettre en tension, disons, cette idée du paysage spectacle ou du paysage image avec une autre forme, une autre modalité du paysage, celui que j'appelle le paysage action, qui serait celui donc de la proximité, de l'enveloppement, du mouvement, donc de l'occupation. Donc la traversée du cadre et l'idée que finalement le plan de référence, ce n'est plus l'horizon distant, mais peut-être davantage la surface topographique qui finalement est traversée. Et donc, il y a, bien sûr, on est encore dominé par le modèle du paysage, disons, spectacle, le paysage historique associé en Occident, donc à l'histoire de ce concept, mais le mettre en tension avec une autre modalité qui serait celle de traverser le cadre, si on reprend encore ces toiles perforées de Fontana, donc de ne pas simplement regarder la figure, mais aussi de s'y engager, cette notion d'engagement tout à fait importante et qui donc prend son sens particulier lorsque le plan de référence devient plutôt cette surface, cette plaque topographique que constitue la ville et qui donc est une invitation à l'engagement. Avec donc ces quelques notions, donc j'ai fini de dresser un peu les clés, disons, qui ont été assez déterminantes pour les interventions. Donc j'en arrive donc à la seconde partie de cette présentation. Donc quelques expérimentations qui sont... donc, je vais présenter donc, surtout les projets de l'atelier d'exploration SIN parce qu'elles sont peut-être davantage reliées au thème de cette présentation, donc celui de l'espace public comme constellation. Mais je vais quand même
revenir à quelques projets d'Arqué, du collectif Arqué, donc qui était un collectif qui a débuté en 1993 et qui a terminé ses activités en 1999. Donc, qui était composé de Michel Saint-Onge, un artiste diplômé ici, et de James Partek, aussi donc artiste. Et donc, avec ce collectif, on a donc développé une série de projets appelés Lignes de site et qui ont exploré certains éléments qui vont quand même persister dans mon travail avec SIN. Et donc, cette idée aussi de l'espace public comme constellation et de l'engagement que j'évoquais plus tôt et a été finalement, quand je regarde rétroactivement les différents types d'expérimentation qu'on a développés, que ce soit avec Arqué ou avec SIN, il y a cette idée de brouiller la limite entre l'intérieur et l'extérieur, de brouiller la limite entre le territoire et la domesticité, le privé et le public. Il y a quelque chose là qui est assez fondamental et qui, dans le travail d'Arqué, a passé donc à cette relation entre l'habitat et l'espace urbain. Et un de ces premiers projets, en fait, le premier projet d'Arqué, ça a été donc c'était d'abord dans une petite maison que nous habitions, James Partek et moi, donc dans Saint-Roch, sur la rue du Roi, donc une petite maison centenaire ouvrière qui donc était dans un processus où en fait le propriétaire voulait rénover cette maison. Il était aussi propriétaire de 2 petites maisons attenantes qui donnaient sur une cour commune. Et donc le processus de rénovation était plutôt un processus de réduction ou d'homogénéisation, de normalisation. On voit un peu vous voyez le genre de revêtement de vinyle beige qui était donc finalement appliqué partout, alors que toutes ces petites maisons étaient des trésors de détails architecturaux très particuliers avec des matérialités aussi singulières et ça créait une espèce d'ensemble urbain assez intéressant, assez typique finalement de cette hétérogénéité marquant ce quartier Saint-Roch. Et donc, j'aborderai pas l'ensemble du projet qui impliquait le multimédia, des aspects performatifs, un happening, mais je vais me concentrer davantage sur l'aspect, disons, le processus matériel associé à ce projet. C'est que pendant en fait, la période, ça a été quelques mois, donc, où le propriétaire donc, rénovait les maisons attenantes, on a donc finalement, pendant cette période donc, où il y avait le conteneur juste en face de la petite maison, le conteneur lui-même qui est devenu presque une extension du salon et où finalement on récupérait les matériaux qui étaient finalement rabotés par le processus de rénovation et on les réintroduisait à l'intérieur de la maison. Donc, il y avait cette espèce de mélange entre l'intérieur qui devenait une forme d'extérieur parce que c'était tous des matériaux de parement extérieur des maisons attenantes qui étaient finalement réinvestis, entre autres, dans le salon où on avait comme reconstitué une espèce de topographie avec les parements de métal qui finalement recouvraient la maison attenante. Donc, il y avait dans ce mouvement des matières, disons, une espèce de brouillage de la limite entre l'intérieur et l'extérieur. Le conteneur devenait, comme je le disais, une espèce d'extension où on était souvent, ça devenait presque une extension de l'intérieur. Et l'intérieur de la maison, dans le processus matériel, était de plus en plus, finalement, une forme hybride entre un intérieur et un extérieur. Donc, cette idée de brouillage était déjà présente dans cette première ligne de site et elle va être développée aussi tout particulièrement dans la dernière, la ligne de site 5, qui avait été réalisée lors des 2e rencontres en art visuel de Québec, qui était donc chapeautée par la Chambre-Blanche et dont la commissaire était donc Lisanne Nadeau. Et donc, ce projet de ligne de site 5
a consisté était lié encore une fois à l'habitat et à son rapport avec l'espace urbain. Il a consisté, entre autres, à donc percer un passage public à travers, de part en part, de l'appartement qui était donc à l'époque habité par James Partek, donc un de mes collègues d'Arquet. Et donc, ce passage public qui était en fait aussi, qui reliait la rue Scott piétonnière à l'axe, ou en tout cas la direction du complexe G. Il faut voir que cet appartement était donc intégré à une coop d'habitation qui existe toujours à l'angle de la rue Scott et du boulevard René-Lévesque. Donc, une coop qui avait été sur la ligne de front dans les années 70 où on essayait on n'essayait pas simplement, on a donc voulu, dans la planification de la colline parlementaire, finalement détruire une bonne partie du quartier Saint-Jean-Baptiste. Or, cette coop, ce bâtiment avait été finalement sur la ligne de front dans les luttes justement populaires pour résister à l'éradication ou la table rase complète d'une bonne partie du quartier. Et donc, il y avait cette espèce de rapport entre le quartier populaire et aussi, bon, le complexe G, les aménagements monumentaux associés à la colline parlementaire. Donc, ce passage public, donc, bien sûr, il mettait en friction, en tension, en interaction l'habitant et les passants. Mais il y avait aussi une troisième dimension qui s'ajoutait à ça, c'était donc l'univers du web, l'univers virtuel du web, qui était donc, qui commençait à l'époque à être développé. Et donc, c'était une partie intégrante du dispositif proposé par Ligne de Site 5, où donc les passants activait une caméra qui traversait de part en part le passage et qui offrait des vues différentes de l'appartement aux internautes. Les internautes qui pouvaient eux-mêmes, par une interface domotique, modifier certains paramètres intérieurs de la résidence. Et bien sûr, l'habitant lui-même qui pouvait interagir avec certaines modalités du passage, simplement pour traverser d'un côté à l'autre de son appartement et aussi modifier certains paramètres qui étaient rendus visibles aux internautes. Donc, il y avait cette espèce de triple interaction entre l'univers du virtuel, l'univers du web, l'univers de l'habitat, de la sphère privée et la sphère publique qui était en friction, qui traversait, qui pénétrait carrément à travers l'appartement. Donc, on voit un peu la configuration du passage, donc avec du gravier, comme on traversait directement de part en part. On voit une des portes. On avait un peu, selon le modèle de Duchamp, utilisé une porte à double fonction qui, donc, pour la période de présentation, en fait, de l'intervention, donc, était rabattue sur le mur qui coupait. Donc la porte existante devenait une porte semi-intérieure, semi-extérieure, donnant directement sur le passage. Et donc, il y avait cette interaction encore avec ici quelques images, donc des projections qui étaient donc associées à la caméra justement qui se déplaçait et qui était activée par les passants, qui aussi étaient donc activée par les internautes dans son mouvement, donc cette table qui était en rotation selon les actions des internautes. Donc, il y avait une espèce de système assez complexe. Encore une fois, cette espèce de brouillage entre l'extérieur, l'intérieur, la domesticité, le territoire urbain, le privé, le public. Donc, une espèce d'environnement ou de dispositif hybride qui constituait un peu la substance de ce projet. Et dans le même... Donc, la ligne de Site 5 a été le dernier projet du collectif Arquet, mais James Partek a continué donc de façon indépendante dans les années 2000 à développer, notamment avec le projet des transects sonores, finalement une poursuite de ligne de Site 5 où avec un dispositif
particulier. Il proposait donc de couper des passages ou des tunnels sonores dans le territoire urbain élargi. Donc, ça se faisait avec un... En fait, ça se fait encore parce que depuis 2011, je travaille je travaille encore donc avec James dans le cadre du collectif ou du laboratoire Insertio, et on a repris ce projet, on l'a développé notamment en 2014 à Dubaï. En fait, le projet combine un élément mobilier, donc une chaise qui est aussi finalement une espèce de boussole électronique. Vous voyez aussi l'élément le bras de la chaise est greffé d'un potentiomètre qui permet un mouvement linéaire. La chaise, bon, comme boussole électronique, est rotative. Et donc, avec ce double système, il y a donc possibilité de naviguer à travers donc une constellation de points qui sont en fait des prises de son dans le territoire urbain. Et il y a donc là une espèce encore là de télescopage entre le privé, la sphère intime du mobilier et l'univers urbain élargi cette fois à un territoire assez important. Dans le cas de Dubaï, on a fait au-dessus de 400 prises de son, donc dans un secteur, donc en fait le secteur qui était environ 1 à 2 kilomètres autour de cette chaise. Et la chaise devient par la suite une espèce de mixeur des sons de la ville et une forme de voyage à travers donc les transects sonores qui sont en fait ces tunnels ou ces lignes qui relient les différents points de prise de son. Donc encore avec une modalité technologique là, qui est bien sûr ici davantage mis de l'avant, mais encore cette idée de l'intime, de la sphère de la domesticité pratiquement à le territoire urbain élargi. Et là, au lieu d'être traversé par l'espace public comme dans Ligne de Site 5, l'habitat ou l'habitant qui est assis sur cette chaise est presque traversé ou télescopé dans l'univers urbain, donc à travers ces transects. Donc, cette thématique du privé, du public, de l'hybridité de ces dimensions a été donc assez activement élaborée à partir des travaux d'Arché et jusqu'à aujourd'hui. Donc, on continue dans cette perspective-là, donc avec James et le laboratoire Insertio, à développer donc des dispositifs qui, justement, tentent à brouiller les limites, si on veut, entre la sphère de l'habitat, de l'espace urbain et de l'univers virtuel du Web. Donc, donc, ce préambule là, au niveau des interventions avec l'action et les projets d'Arché étant terminés, je vais donc amorcer un peu la seconde phase de ce parcours à travers quelques cas d'intervention et avec cette fois-ci les interventions qui ont été menées avec l'atelier d'exploration urbaine SIN, qui a été donc fondé en 2000 avec Jean-François Prost et qui est aussi de formation en architecture. Et donc Jean-Maxime Dufresne s'est aussi joint à SIN en 2002. Et donc, le premier projet de SIN, ça a été donc le projet Hypothèse d'amarrage. Un projet donc qui en fait c'est élaboré autour de la réflexion sur le terrain vague à Montréal. Donc à la fin des années 90, il y avait il y avait une grande quantité d'espaces vacants au centre-ville de Montréal et
Donc, c'était en général assez mal perçu. On se questionnait au niveau de la ville comment masquer ces fractures. Et la position donc, que j'avais, parce que, bon, à la fin des années 90, CIN n'était pas encore vraiment créé, c'était de finalement dire que ces terrains vagues n'étaient pas nécessairement des aspects négatifs. Ils pouvaient constituer, en fait, des ressources pour la ville. Donc, j'avais écrit en 99 un texte autour de cette question du terrain vague dans les annales de la recherche urbaine qui, de façon un peu polémique, présentait le terrain vague comme une ressource, presque comme un monument associé à l'identité de Montréal et à ses pratiques. Et donc, au début des années 2000, donc, Patrice Loubier et Anne-Marie Ninac sont les commissaires de cette programmation qui va être finalement orchestrée par le Centre d'artistes SCOL autour du thème des commensaux. Et c'est dans ce cadre qu'on a proposé, donc, une réflexion sur ces espaces urbains donc, qui étaient généralement dénigrés, donc ces terrains vagues, ces espaces abandonnés, délaissés ou sous-utilisés dans la ville de Montréal, et comment les activer sans les aménager. Donc là, je reviens un peu aux précédents ou aux notions théoriques qui ont été donc présentées en début de présentation. Donc cette idée du trou, comment l'activer, comment l'aménager sans lui faire perdre finalement sa potentialité. Donc, c'est là qu'est apparue cette notion de ce que j'ai appelé l'hypothèse de la tactique mobilière ou du mobilier, le mobilier étant abordé comme un élément mobile, support d'appropriation ou d'activation de l'espace. Et donc, le mobilier comme cet objet, j'avais évoqué donc l'idée de l'objet comme vecteur urbanistique à travers la pensée de Brandy, mais Brandy n'a pas exploré concrètement, disons, essayé de mettre en pratique que pouvait être donc l'impact d'objets comme le mobilier dans l'espace urbain. Et donc, ça nous paraissait cette idée du mobilier comme une forme d'activation minimale du terrain vague ou de tous ces espaces produits par l'urbanisation et plus ou moins délaissés. Donc, un élément intéressant pour finalement conserver les sites presque tels quels et aussi permettre de les apprivoiser, de les habiter et d'activer un premier processus finalement d'occupation. Et donc, le projet s'est étalé sur une longue période. En fait, dans sa préparation, il s'agissait donc de parcourir. On a couvert un territoire assez large, là, donc dans Montréal, presque à l'échelle de l'île de Montréal. Et donc, il y a eu tout un travail de recherche d'espace. Il ne s'agissait pas de parachuter des tables un peu partout, mais il s'agissait vraiment de trouver des sites abandonnés, délaissés, sous-utilisés, qui avaient un potentiel qui était intéressant en termes pour des pauses, disons, des pauses urbaines, ou comme parc, disons, entre guillemets, informel. Et donc, il y a eu tout ce travail de cartographie, de recherche. On avait pensé au départ, donc, travailler peut-être avec des dispositifs qui seraient variés à chacun des sites. Mais au final, on s'est arrêté sur la table de pique-nique parce que, donc, elle constituait un élément familier, un élément, donc, déjà associé à une forme au rapport avec les parcs, les espaces naturels, donc, un espace convivial aussi qui sied bien avec le thème des commensaux et donc qui était pas aussi, qui était un espace aussi, un micro-espace de relationnel qui n'était pas directionnel, c'est-à-dire qu'on pouvait le déplacer, qui ne proposait pas nécessairement une vision unique sur le paysage environnant. Et donc, après avoir choisi cet élément-là, il s'agissait aussi de le positionner dans les sites. Donc, tout un ensemble d'éléments
donc on travaillait avec très peu de choses, mais tous ces éléments étaient assez importants. Donc, le choix des sites, le choix du positionnement, le choix de l'objet, de sa couleur. Donc, ça a été tout un ensemble de réflexions, de discussions qui ont eu cours pour mettre en branle ce projet. L'un des sites qui a finalement imposé la table, entre autres, comme l'objet unique qui serait un peu le vecteur commun à tous ces interventions. Ça a été donc le site de l'échangeur Turco, donc, où finalement, donc, dans ce site, on avait donc à quelques millimètres près, donc l'espace entre les deux piles du viaduc correspondait donc à la grandeur standard d'une table à pique-nique. Et donc, cette idée d'insérer l'infime dans le grandiose, le sublime, cette petite action dans une structure monumentale associée donc à ces grands projets des années 70, c'était une image qui, finalement, correspondait un peu à cette ambition et à ce contraste entre, disons, la volonté d'agir avec peu de moyens, avec des moyens très légers, en contraste ici, bien sûr, avec cette monumentalité des années 70 au niveau des infrastructures. Et donc, cet espace qui pouvait apparaître a priori comme un espace rébarbatif, un espace négatif, devenait... Bon, avec la table, on pouvait en apprécier les richesses et c'était quand même un espace assez confortable qui a été occupé pendant plusieurs années. En fait, la période finalement la durée, finalement, de cette intervention sur l'échangeur Turco a été quand même assez longue, de 2001 à 2007. Donc, après 2007, ça a été le début des grands travaux de réaménagement de l'échangeur qui commençait à donner des signes de fatigue. Et donc, la table a disparu dans le chantier. Mais quand je parle de durée aussi, c'était aussi un des questionnements associés à cette intervention. Donc, une intervention multiples en différents sites qui étaient faits sans autorisation, donc on ne savait pas du tout quelle serait la durée, la réaction de ces dépôts impromptus. Et une des conclusions, des constats qu'on a fait à la suite de ce projet, c'est que finalement, tous ces espaces indéterminés étaient réellement des ressources parce que, en termes de temps, donc, ce sont peut-être, bon, ici, c'est un espace qui n'est pas nécessairement transitoire, mais dans le cas d'espaces comme ces espaces présentés ici, donc une ancienne station d'essence. Donc, bien sûr, on ne peut pas imaginer que cette station d'essence va rester là comme ça, en ruine pendant des années, ou des lots vacants qui vont éventuellement être reconstruits. Mais tous ces espaces qui sont comme complètement délaissés, qui ont des potentiels, des qualités, sont finalement des ressources qui sont pas finalement mises à profit, mises en valeur. Et donc, ce qu'a signalé cette intervention avec Hypothèse d'amarrage, c'est qu'il y avait là tout un régime de temporalité assez large et ce qu'on pouvait penser comme transitoire, finalement, durait quand même pendant quelques années. C'est pas négligeable et ça pourrait constituer donc l'amorce d'une vision temporelle de l'aménagement urbain qui, un peu encore, je reviens à cette image de Fontana, donc cette constellation qui apparaît, disparaît et finalement occupe comme ça cet intervalle temporel qui marque la spatialité urbaine. Donc, ici, différents types d'espaces. La plupart des tables sont demeurées au moins 2 ans. Il y en a une qui a disparu après 2 mois. C'est celle que nous avions installée. Je n'ai pas l'image ici, entre
près du musée d'art contemporain, à la sortie du métro Place des Arts, donc dans une espèce de petit espace vert. Bon, celle-là avait été installée durant les festivals et donc elle est passée plus ou moins inaperçue des gestionnaires, mais donc après la disparition de toutes les installations festivalières, donc elle n'a pas duré très longtemps. Elle était occupée beaucoup, mais elle a été vite évacuée par les gestionnaires de l'espace. Mais autrement, dans la plupart des sites, on s'est rendu compte donc, que finalement, les tables sont restées quand même assez longtemps, donc comme je le disais, au minimalement 2 ans. Donc, dans certains sites, comme par exemple l'image à droite en haut, donc c'était un site où avant que le site soit réaménagé complètement, c'était un site qui était le long de Sherbrooke, près de Saint-Urbain. Donc à l'hiver, donc avant le réaménagement complet du site par un projet de construction, la table a été réappropriée par un sans-abri qui en a fait une espèce d'habitation. Vous aviez des résidus, par exemple, sur ce site riverain, des résidus d'Expo 67, donc comme cette plateforme bétonnée qui offrait un rapport tout à fait exceptionnel avec le fleuve, qui avait été complètement oublié, donc qu'on a réutilisé. Un stationnement près de l'aéroport Trudeau, donc où les gens s'arrêtent pour aller voir les avions décoller. Et donc là, c'était tellement occupé qu'on a décidé d'ajouter 2 autres tables qui finalement ont servi comme ça à formaliser quelque chose qui était déjà là. Donc les gens allaient rester dans leur voiture, mais donc la table, c'était aussi une façon de signaler, d'officialiser certaines pratiques qui étaient déjà inhérentes à certains espaces. Un autre site, donc celui qui est en fait le même site où Melvin Charney avait réalisé son fameux projet des maisons de la rue Sherbrooke, donc à l'intersection de Sherbrooke et Saint-Urbain, où il avait donc placé cette façade un peu de façon polémique d'une maison bourgeoise qui avait été démolie par les travaux du maire Drapeau, donc qui était un projet dans tout cet réaménagement de Sherbrooke qui était associé à l'événement Corridor, un événement donc, qui n'a pas eu lieu parce que le maire Drapeau avait, donc la veille de l'ouverture, trouvé la chose trop polémique et donc avait finalement fait désinstaller tous ces travaux. Donc, sur ce même site, donc on avait installé une table qui est restée là pendant 2 ans, avant, encore une fois, d'être remplacée par un projet de construction, un nouveau pavillon de l'UQAM. Tout ça pour montrer un peu que ces différentes temporalités sont quand même quelque chose qui est intéressante quelque chose qui serait intéressant donc à intégrer dans les pratiques d'aménagement urbain. C'était un peu le propos aussi de ce projet, de signaler la marge de manœuvre temporelle associée à ces espaces. Donc, le cas du site sur Sherbrooke, donc entre l'installation de Charney et la construction du pavillon de l'UQAM, il s'est quand même écoulé donc quelques décennies. Et donc, c'est quand même pas négligeable et cet espace, donc, avait un potentiel assez intéressant de rapport avec le panorama de la ville, du centre-ville. L'autre site, donc, sur un espèce de rond-point résidentiel dans le coin de Maisonneuve, bon, il est encore là, donc la table est encore là après 15 ans. Donc, c'est encore vous dire, entre 2 mois et 15 ans, il y a tout un monde de possibilités en termes d'activation et d'occupation de certains sites comme ça, plus ou moins oubliés ou abandonnés. Dans certains cas, donc, les tables, on n'avait pas finalement prévu, bien sûr, tous les mobiliers d'entretien, les poubelles, etc. Donc, ça ne faisait pas partie du projet. Mais dans le rond-point Papineau, donc le longeant l'autoroute 40, la table a finalement été réappropriée par
ceux qui faisaient l'entretien du site. Et donc, on a ajouté une poubelle. Donc, ce n'était pas nous qui l'avions ajoutée. Et donc, pendant une année, il y a eu cette poubelle avant peut-être qu'on se rende compte que la table n'était pas une table officielle et finalement, donc, tout est disparu donc, après une année. Mais c'est intéressant, cette idée de la réappropriation par les gestionnaires des espaces, par les propriétaires ici. Donc, dans ce cas, c'était quand même un cas assez intéressant. Un autre cas ici d'une forme de réappropriation et d'une certaine pérennité dans l'usage, c'est le cas de la friche ferroviaire du CP là, qui longe le quartier Myland à Montréal. Donc, il y avait une très grande friche. On avait installé une table qui a été très occupée pendant 2 ans aussi. Donc, toutes sortes d'usages, toutes sortes d'éléments qui se sont ajoutés aussi à la table par les citoyens, parce que cette friche, en fait, elle était vraiment utilisée comme un parc par les communautés avoisinantes. Et de fait, donc, dans la suite, après la disparition de la table en 2003, donc quelques années plus tard, donc, il y avait la ville ou un promoteur avait l'idée de finalement récupérer ce site pour y construire quelque chose. Et donc, il y a eu une artiste, Émilie-Rose Michaud, qui a donc travaillé le projet du jardin Rorish, qui était une artiste résidente du Myland et qui a donc, à travers ce projet de land art, a finalement activé une communauté autour de la protection de cet espace ou du refus de donner cet espace à la construction de nouveaux... en fait, je ne sais pas exactement quel était le projet, mais en tout cas, il y avait cette idée de se réapproprier par des constructions cet espace qui était, comme je le disais, ce qui avait révélé, en fait, le premier dépôt de la table sur ce site, c'était que c'était vraiment un espace très apprécié par la communauté. Et donc, ça, c'est en 2007, le projet d'Émilie-Rose Michaud. Et donc, encore là, 3 ans plus tard, les Amis du Champ des Possibles, donc ça va être le nom que la communauté va donner à cet espace, vont finalement s'approprier le site et le défendre. Et donc, 3 ans encore plus tard, l'arrondissement du plateau Mont-Royal va finalement officialiser cet espace comme un parc. Et donc, c'est intéressant, cette idée du terrain vague ici qui devient un parc. Et il n'y a pas eu d'intervention majeure. C'est simplement ce changement de regard dont je parlais tout à l'heure par rapport à cette notion de paysage qui a fait en fait basculer la donne. Donc, l'idée était précisément ici de ne pas aménager ou d'aménager de façon très légère pour permettre de conserver cette ambiance, cette atmosphère, ces particularités du site. Donc, dans le cas d'une friche, bien sûr, on parle aussi de la biodiversité. Donc, les Amis du Champ des Possibles ont, entre autres, l'année passée, produit une publication qui mettait en valeur justement la richesse écologique de cet espace. Et donc, cette année, donc, c'est pas donc les citoyens ou des artistes qui ont déposé des tables, mais c'est le plateau en fait l'arrondissement du plateau Mont-Royal, donc le pouvoir municipal qui a déposé des tables sur les mêmes sites en fait où nous avions déposé en 2003 les tables à pique-nique dans le cadre d'hypothèses d'amarrage. Donc, il y a entre l'action individuelle, l'appropriation collective et d'une certaine façon, après l'officialisation par la municipalité, c'est intéressant comme processus de pérennité, de pérennisation d'une action qui, au départ, était finalement minuscule. Et même dans son état actuel, le projet de parc du Champ des Possibles, bien, en termes d'action et d'aménagement, comme je le disais, il se résume à presque rien. C'est donc cette idée de ne rien faire ou de ne presque rien faire qui devient une forme intégrée à l'imaginaire urbanistique. Et ça, c'est quand même assez intéressant par rapport à la question d'espace public.
je ne sais pas où j'en suis dans le... OK, donc c'est un petit peu long. Je vais aller assez rapidement pour les derniers projets. Donc, l'idée des... en fait, les autres projets de SIN ont exploré d'autres hypothèses de temporalité. Donc, par exemple, ce projet à Hall qui donc, voulait jouer avec des temporalités plus courtes. On était invité par Axe Neo 7 à développer un projet autour de la notion de terrain vague. Et plutôt que d'intervenir sur un terrain précis, le terrain vague qui était attenant au centre d'artistes, on a décidé plutôt de déplacer donc, une table de ping-pong qui était un peu l'espèce de véhicule pour l'action dans les différents sites du centre-ville de Gatineau qui étaient très riches en espace, mais en espace presque absolument pas utilisé. Et donc, le propos était ici d'injecter une espèce d'imaginaire différent à ces espaces. Donc, Hall, qui était un peu, pour Ottawa, une espèce de verrue, donc un centre urbain qui est un peu la honte, mais alors que finalement, tous ces espaces étaient très riches en termes de variation. Et donc, cette idée, c'était de changer le regard qu'on posait sur ce paysage du centre-ville de Gatineau en y proposant donc justement cette idée de l'activation, de l'occupation ludique ici qu'on pouvait faire de ces espaces lorsqu'ils n'étaient pas occupés, notamment par les fonctionnaires qui viennent travailler de 9 à 5. Et donc, on a produit une série de cartes postales, donc avec cette figure du jeu, donc qui était toujours insérée dans les territoires investis. Donc, c'était à la fois donc, un test in situ de la disponibilité de ces espaces et par la suite, un travail sur la représentation qui était diffusé par la suite lors de l'événement. Et la table, c'est au final insérée dans la galerie avec une espèce de constat vidéo et sonore de la dérive dans le centre-ville de Hall. Un autre projet un peu du même type, cette fois-ci dans la ville intérieure de Montréal, où on avait été invité par le Centre canadien d'architecture à présenter quelque chose dans la vitrine la vitrine extramuros du CCA, qui était en fait une vitrine dans la partie souterraine, dans un corridor souterrain entre la caisse de dépôt et le centre des congrès. Et donc, on a profité de cette occasion pour finalement explorer cette ville intérieure qu'on appelle aussi la ville souterraine. Donc, une ville qui, en fait, qu'on a plutôt décidé de proposer, de suggérer comme plutôt un hyper-bâtiment ou une espèce de bâtiment gigantesque plutôt que comme une ville. Mais donc, cette idée de l'espace privé qui pourrait devenir un espace public, et donc je pense que par rapport au thème de l'espace public, ce genre d'espace commerciaux privés est assez intéressant. Et donc, on avait proposé une cartographie de cet espace qu'on proposait comme hyper-bâtiment avec toute une mise en situation d'action dans cet espace gigantesque là, qui fait presque au total une trentaine de kilomètres de corridors. Et donc, ce plan de l'hyper-bâtiment faisait référence et même le terme d'hyper-bâtiment faisait référence à un projet sur lequel j'avais travaillé dans les années 90 chez Rem Koolhaas, OMA, à Rotterdam. Donc, le même bureau donc, qui est en train de compléter le musée des Beaux-Arts ici à Québec. Donc, on avait travaillé sur un hyper-building, donc un bâtiment gigantesque qui faisait 1 kilomètre de haut, qui était donc finalement un agrégat de tours avec des plans horizontaux qui étaient des parcs, en fait. Et on aimait bien cette idée du rapport avec la ville intérieure ou la ville souterraine de Montréal, parce que finalement, la ville souterraine, c'était finalement ce plan horizontal qui descendait et finalement revenait sous la surface du sol et donc avec les tours qui étaient donc visibles à l'extérieur. Et donc, cette ville intérieure était donc à la fois, dans l'expérience qu'on peut en avoir, assez banale. Donc, on était toujours dans les intérieurs, mais en même temps assez sublime dans la dimension qu'elle
qu'elle représentait en réalité. Mais cette dimension-là, on n'en avait pas du tout conscience quand on l'expérimente. Et donc, c'est cette idée d'hyper-bâtiment qu'on proposait donc, pour cet agrégat d'espace intérieur voulait donc injecter un peu cet imaginaire presque de science-fiction du méga-bâtiment et aussi générer un peu une espèce d'analyse des différentes actions, des différentes appropriations qu'on peut se faire d'un tel espace. Et donc, tout ça s'est terminé par justement l'installation vidéo dans la vitrine du CCA Extramuros, encore là, en injectant un peu un imaginaire différent d'usage de cet espace privé. Avant-dernier projet, donc encore cette idée du ludique, mais cette fois dans Paris, avec un baby-foot qu'on va promener dans le 18e arrondissement, dans un quartier populaire assez pauvre, une espèce d'enclave entre la gare du Nord et la gare de l'Est, et où on avait été invité dans un cadre d'une recherche sur les interstices urbains temporaires, donc cette idée d'injecter justement comme ça de l'interstitiel par des actions. Et le baby-foot devenait une espèce de petite place publique en soi que l'on promenait comme ça dans des espaces très restreints du quartier du 18e arrondissement à Paris. Et donc, c'était finalement, ça a été, à la différence de Gatineau, où on jouait pratiquement seul dans des espaces désertiques, l'expérience de Paris était assez concluante au niveau du potentiel relationnel, du potentiel d'activation pouvant être généré par un élément comme ça ludique. Par la suite, on a donc légué ce dispositif mobile à une association locale qui a donc poursuivi le travail avec les jeunes du quartier. Et donc, le dispositif a fonctionné jusqu'à au moins l'année passée, donc pendant une période assez longue finalement. Et donc, encore une fois, cette idée de l'éphémère qui peut, donc, par le relais, devenir un activateur temporel de la ville et se poursuivre par-delà les premières interventions. Et je terminerai avec un cinquième cas, encore toujours autour de cette constellation d'espaces urbains, cette fois à Dakar, donc au Sénégal, où on avait donc développé un projet avec l'Institut de gestion urbaine, l'Institut africain de gestion urbaine, ou IAGU. Et c'était autour de cette dialectique entre le formel et l'informel. Notamment, donc, Dakar est une ville quand même presque semi-désertique où il y a des horticulteurs informels qui occupent des espaces comme ça dans la ville et qui sont pratiquement les seuls à pouvoir verdir effectivement, opérativement, disons, la ville. Et donc, les informels, dans le contexte africain, en général, ils sont dénigrés par le pouvoir municipal. On veut les faire évacuer des sites qu'ils occupent. Et l'idée, c'était d'essayer de trouver une forme de partenariat, disons, entre le pouvoir formel, le pouvoir municipal, et ces acteurs informels qui, dans le cas qui nous occupe, étaient des horticulteurs qui font simplement déposer des pots dans des espaces délaissés. Et donc, l'idée, c'était donc d'introduire un élément micro, un élément de nature publique qui serait une forme d'élément mobilier qui officialiserait en fait un statut de partenariat avec le pouvoir municipal, donc une espèce de condition hybride entre le formel et l'informel. Et c'était aussi, dans cette perspective-là, de considérer ces sites occupés par les informels comme des parcs, en fait, comme ce qu'on a appelé des haltes horticoles, donc comme des parcs dont on reconnaîtrait le statut. Et donc, on a réalisé, on a réalisé ce mobilier qui était à la fois une espèce de parasol, de banc, de présentoir, et aussi une signalétique qui nommait aussi les différents espaces occupés par ces informels comme des haltes horticoles, officialisant leur reconnaissance par la municipalité. Et donc, le travail a été un peu pris dans l'effervescence d'une période politique en 2011-2012 et ça s'est un peu dilué, mais donc le travail se poursuit et on voudrait donc continuer ce réseau de haltes horticoles occupées par
par les horticulteurs informels. Et donc là, encore une fois, on peut imaginer une espèce de collaboration entre horticulteurs informels, municipalités, et dans le déplacement de cette constellation qui donc générait une espèce de constellation de parcs, en même temps aussi des espaces commerciaux, parce que les horticulteurs vendent leurs plantes, et une constellation qui serait, elle aussi, donc en mouvement selon le besoin d'espace particulier de la municipalité dans le processus d'urbanisation. Donc, l'idée d'un réseau fluctuant d'espaces verts hybrides et situationnels qui m'amène donc à cette dernière diapo autour du livre que je suis en train de diriger autour de cette question de l'urbanisme ultraléger. Donc, cette idée de la contribution potentielle, de considérer la contribution potentielle de la micro-intervention à l'échelle du territoire urbain ou à grande échelle. Et donc, on a déjà, dans la même perspective ou dans le même élan, développé un numéro d'Inter l'année passée sur la micro-intervention, donc avec Patrice Loubier qui donnera, je pense, la prochaine présentation dans le cadre de vos conférences. Et donc, le numéro d'Inter sur la micro-intervention est en fait un premier pas dans cette reconnaissance du micro à l'échelle urbaine qui sera donc développé à travers ce livre collectif international sur lequel je travaille présentement. Ça a été peut-être un peu trop long, mais donc je m'en excuse. Très généreux et très intéressant, surtout, Luc. Merci, vraiment. Merci. Est-ce que certaines personnes veulent intervenir, poser des questions, donner des commentaires sur cette présentation de Luc? Ils sont un peu assommés par... Non, c'était super intéressant. Luc, peut-être une question. Oui. Sur cette idée d'interstice, oui. Est-ce qu'il y a des exemples où on développerait l'idée d'un interstice sur un autre modèle que le ludique? Quand vous m'avez j'ai remarqué que c'est toujours un parc ou une table de pique-nique ou une chose de loisir, mais est-ce qu'il y a d'autres formes d'interstice imaginaire qui ne seraient pas de cet ordre-là? Je ne sais pas pourquoi. Oui, bien, entre autres, j'ai parlé un petit peu, j'ai mentionné cette idée de... Bien, bon, on parle de... C'est sûr que les interstices sont à échelle variable, donc... mais les interstices comme source de biodiversité, notamment, sont de plus en plus des éléments qui sont en train d'être intégrés dans les planifications urbaines. Donc, notamment, justement, dans le livre sur l'urbanisme ultraléger, on va avoir donc une contribution des paysagistes colocaux et Gilles Clément qui sont en train de travailler à Lyon à la reconnaissance, en fait, faire reconnaître cette constellation, ce réseau d'espaces de dimensions variables, donc ça peut être de très petits espaces comme de plus grands, comme des éléments à laisser aller, à laisser tel quel. Donc dans ce type d'intervention-là, on fait reconnaître par la municipalité, on l'intègre dans la planification urbaine, l'idée de ne rien faire ou de ne presque rien faire pour justement contribuer à la biodiversité ou en tout cas à une meilleure contribution des espaces aux problématiques écologiques. Donc, je ne sais pas si ça répond à ta question. Oui, je n'avais pas pensé à ça. Moi, j'avais pensé à toutes les manifestations de l'économie parallèle, des trucs comme ça. Mais j'avoue que j'aime bien l'idée d'espaces qui ne servent à rien et qui seraient valorisés comme tels. Oui. Peut-être pas nécessairement sur le plan écologique, mais simplement juste comme idée que tout n'a pas une fonction. Bien, en fait, le projet du champ des possibles est aussi... Là, on parle pas... On parle... c'est sûr qu'il y a un aspect biodiversité, mais au départ, c'était... on veut ce parc et on veut que vous n'y fassiez rien. En fait, que l'aménagiste ou que la ville n'y fasse rien d'autre que ce qui était là. Donc, c'est cette idée encore de rien faire. Est-ce qu'on peut intégrer donc, cet imaginaire-là dans les pratiques concrètes? Ça commence à se mettre en branle. Et c'est effectivement, bon, il ne s'agit pas
et c'est sûr que les pouvoirs municipaux doivent faire des choses dans certains cas, mais c'est intéressant, effectivement, je pense, d'ajouter cette strate de possible dans en fait, la boîte à outils de l'urbanisme. Et bien, pour revenir à ce que tu soulevais, donc les pratiques informelles, en fait, les pratiques commerciales informelles, bon, c'est très présent à Dakar. Là, j'ai simplement présenté les horticulteurs informels, mais il y a tout un ensemble d'autres pratiques et effectivement, ils s'inscrivent tout à fait dans cette sphère de l'interstitiel. Et même s'ils ne sont pas reconnus, ils sont dévalorisés par la ville, ils correspondent en termes d'économie à un poids très important qui est presque inimaginable d'évacuer. Et donc, pourquoi ne pas justement les intégrer ou sans finalement transformer radicalement leurs pratiques? Donc, c'est un petit peu l'ambition de travailler avec cet interstitiel de l'informel dans les pratiques de villes comme Dakar ou en Afrique. Ah, est-ce que... Oui? Au fond, le travail sur l'ultra-léger, c'est presque de faire apparaître des choses qui sont là et que d'autres ne voient pas. Tout à fait. Bien, c'est vraiment, donc, ce que je disais par rapport à la question du paysage, c'est que finalement, des mécanismes très, très fins peuvent finalement changer notre rapport avec ce qui est déjà là. Et c'est ce qui fait l'intérêt pour moi du concept de paysage, c'est cette possibilité d'intervenir très, très discrètement, très minimalement sur certains espaces pour finalement changer le rapport qu'on peut avoir avec ces espaces. Et dans le cas, par exemple, de ces espaces dont on parlait, même changer des pratiques urbanistiques qui les reconnaissent simplement comme des espaces à valoriser plutôt que les imaginer uniquement comme des espaces à éventuellement habiter, construire. Là. Mais donc là, ça change complètement le rapport. Mais effectivement, c'est tout à fait ça. C'est cette idée de, finalement, en faire le moins possible. C'est sûr que on ne peut pas généraliser cette idée à toutes les conditions, mais ça ajoute une autre modalité dans l'imaginaire de l'aménagement des villes. Le modèle d'Amsterdam est très étonnant. Comment Van Eyck a pu avoir une prise sur l'urbanisme de la ville? Comment il a pu convaincre? Quel était le lien entre lui et la municipalité pour que cette hypothèse complètement utopiste d'une constellation de terrains de jeu à Amsterdam puisse se réaliser? Quelle est la... Il était carrément architecte de la ville. Il travaillait vraiment dans le service d'urbanisme et il leur a proposé ça. Mais ça a été comme... C'était pas un projet, là, on va faire une constellation. C'est un projet qui s'est fait petit à petit. Donc, il y avait sa pratique parallèle. Donc mais il avait donc ce contrat avec la ville. Et ça s'est fait donc sur une période assez longue, d'une trentaine d'années. Et c'était... Bon, si c'était une utopie, c'était une utopie concrète, parce qu'au départ, c'était tout à fait pragmatique. Bon, on a cet espace-là, il y a cet espace-là qui n'est pas vraiment efficace, on pourrait peut-être y intégrer un terrain de jeu. Donc, vous voyez, c'était pas la grande vision utopique qui était celle de Le Corbusier à l'époque pour les villes. C'était très pragmatique, mais en même temps, c'est que au final, ces petits gestes ont fini par générer quelque chose. C'est comme une infiltration du système en place. Tout à fait, oui, oui. Mais un peu comme on en discutait par rapport aux administrations municipales, des fois, donc, on peut comme intégrer... C'est pas nécessairement une forme d'infiltration pour dévier le cours des visions, mais c'est simplement peut-être de faire valoir certains points de vue et de les... un peu comme font Clément et Colocco avec Lyon, et finalement, ça devient... progressivement, c'est reconnu comme quelque chose de valide. Et Van Eyck a procédé un peu de la même façon. Est-ce que quelqu'un d'autre va intervenir dans le commentaire? Mais j'imagine qu'une approche comme ça, Luc, demande toute une autre
attitude de la part des urbanistes en place, ou peut-être pas, peut-être qu'ils sont comme ça, et ils n'ont pas la possibilité d'exercer leur vision, je ne sais pas, mais ce que vous proposez semble exigerait une sorte d'attitude urbanistique où on soit ouvert à ce qu'il se produise des choses, au lieu de simplement aménager des lieux ou destinés à des événements programmés. Oui. Je n'ai pas l'impression qu'elle est partie pour ça. Non, effectivement, ça dépend. C'est sûr que chaque contexte est particulier, mais ça implique quand même un changement d'attitude quand même assez important de la part des administrations, des services urbanistiques. Ça ne nécessite pas nécessairement des ressources immenses, mais ça nécessite de recadrer un peu la façon dont on travaille. Un projet comme, par exemple, l'hypothèse d'amarrage aurait pu être réalisé par la Ville, mais ça aurait nécessité un travail de recherche des sites. Donc, la Ville n'est pas habituée à ce genre de pratiques. Mais je pense que c'est pas complètement utopique de penser que... bon, il y a des fonctionnaires, des spécialistes, des aménagistes qui travaillent dans ces services-là qui pourraient être... dont les fonctions pourraient changer. Donc, on pourrait avoir des gens qui font du repérage, par exemple, comme une espèce de repérer des sites qui pourraient être potentiellement intéressants pour certains types d'activités. Et, donc, il y a tout un ensemble de nouvelles fonctions qui pourraient être générées autour d'une vision comme ça. Mais je pense que ça commence quand même à se matérialiser. On a de plus en... Donc, au début des années 2000, c'était encore une espèce de discours qui était plus finalement compris par les artistes, les centres d'artistes, les municipalités étaient plutôt réfractaires. Mais donc, depuis quelques années, il y a depuis notamment certains aménagements à New York qu'on a associés à l'idée d'urbanisme tactique. Donc, ce terme devient de plus en plus populaire et de plus en plus, finalement, reconnu par les administrations. Et donc, on peut, et même ici, à Québec, donc, notamment à Limoilou, il y a eu une place publique qui s'est faite avec presque rien. Donc, il y a de plus en plus... les administrations commencent... c'est en début de processus, mais on commence à changer un peu notre regard sur ce genre de pratique, qui n'est plus exclusivement le fait d'artistes ou d'activistes, mais qui progressivement commence à intégrer, disons, la sphère des services d'urbanisme et commence à être reconnu. Mais c'est effectivement un travail qui commence et qui va nécessiter un certain nombre d'années avant que ça puisse être complètement intégré comme vision. Oui. J'appellerais ça une forme de délinquance douce, le travail qui a été fait depuis le début par vous autres, avec toutes ces tables dans des endroits anodins, si on peut dire, ou laissés pour compte. Donc, et ça fait réfléchir justement les urbanistes beaucoup plus tard, finalement, que ces endroits-là sont aussi intéressants que tout ce qui peut être organisé. Le non-organisé est aussi très présent dans notre vie. Tout à fait. C'est cette dimension-là qui s'ajoute. Disons, il y a les espaces contrôlés, les espaces parfaitement aménagés. Bon, il ne s'agit pas d'abandonner ça, mais il y a toute une autre sphère de la vie quotidienne qui est perdue, en fait, si on ne profite pas des potentiels que ce genre d'espace peut nous donner. Et j'aime bien le terme de délinquance douce. En fait, c'était effectivement aussi un peu le propos de jouer avec... Parce que dans toutes ces actions, on ne savait pas trop quelle serait la réaction, justement. Et donc, une table à pique-nique, il n'y a rien d'offensant là-dedans, surtout si on la choisit, on la positionne. Donc, il y avait une espèce d'attitude très méticuleuse dans des sites, en général, qui peuvent apparaître rébarbatifs ou sans intérêt. Mais c'est un peu la même chose avec les dispositifs de jeu. On ne savait pas du tout comment, par exemple à Paris, comment on allait réagir dans les trottoirs, tout ça. Finalement, on n'a eu aucun problème et il y a eu vraiment une... Mais c'est encore là, il y a un souci, il y a une attitude... Ça prend une espèce d'attitude très respectueuse des lieux, mais en même temps déviante un peu, effectivement, par rapport aux pratiques. C'est avec presque rien, finalement. Effectivement.
C'est cette idée de réactiver, l'idée qu'on puisse finalement redonner certaines qualités ou activer des processus qui sont intéressants pour l'urbanité avec des dispositifs très minimaux et qui finalement peuvent être aussi intéressants et peut-être plus effectifs dans certains cas que des grands aménagements qui vont de plus en plus, quand on voit les aménagements qui sont faits pour justement éliminer certains types d'usages. On pense à ces bancs qui sont conçus spécifiquement pour qu'on ne s'y couche pas ou qu'on n'y fasse pas de pratique de skate, etc. Donc, de plus en plus dans l'aménagement des places officielles, il y a une espèce de design qui finalement résiste à l'occupation plutôt que de l'inviter. Et donc, bien sûr, dans le genre d'action que nous avons expérimenté, c'était plutôt l'inverse, donc d'essayer d'inviter l'occupation des sites. Luc, tu vas nous tenir au courant de la sortie du livre sur l'urbanisme ultra léger. Je pense qu'on va avoir envie de lire la suite. Je suggère qu'on continue de façon peut-être informelle. Je tiens vraiment à te remercier. Tu as été extrêmement généreux de ton temps, de la diffusion d'informations. Ça suscite une belle fertilité intellectuelle. Ça nous donne envie de continuer à réfléchir sur plein de choses. Un énorme merci. C'est moi qui vous remercie.